Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ok. Bonjour, bienvenue au Grand Forum. Christophe. Bon. Oui, bonjour. Bonjour Christophe, nous sommes en direct. Bonjour mon Fifi, comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah. Moi, je croyais que c'était toi l'animateur aujourd'hui. Moi, je croyais que j'étais en vacances, moi, tu vois. Non? Bon, d'accord, ok, je suis pas en vacances. Très bien. Bon, ben ça va, super. On est bien, les gars. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Donc, juste pour 18h30, pour le Grand Forum. Tranquille, on est bien, on est zen. Tout va bien. Merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner en ce jeudi, eh bien, Soraya Rachedi. Comment va-t-elle, Soraya? Oui. Bah écoute, ça va très très bien. T'as l'air en forme, dis donc. Ah oui, ouais, comme toujours, hein. Qu'est-ce que tu crois? Bon, c'est parfait. Samia Chiki est aussi avec nous, la belle et ravissante Samia Chiki, avec son superbe message d'hier concernant ce Palestinien. C'était poignant, c'était émotionnellement fort. Allez partager, les amis, la vidéo de Samia Chiki, une grande dame talentueuse que je suis fier d'avoir dans mon équipe. Comment ça va, Samia? Très bien, Christophe, je te remercie. Arrête de flatter mon ego. Merci. Bah, profites-en, tu sais, ça risque de pas durer. On sait jamais. Yasser Louati, parce que le jeudi, c'est Louati, bien entendu. Comment ça va, mon Louati? Très bien, et toi? T'es encore à la maison? Allô? T'es encore à la maison, oui, disais-je. Bah non, j'ai pu sortir un petit peu, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas repris le travail encore. Donc tu restes confiné, bravo. Bon, très bien. Confiné à 100% CJL, c'est pas plus mal. Ah oui, le CJL, bah oui. Et le podcast? Et le podcast, ce 3e épisode qui sort lundi, avec un hors-série le lendemain, donc ça va, ça avance. Bon, bah c'est parfait, dis donc. Donc il y a de l'occupation du côté chez Louati, c'est bien. Comment va mon Fifi? Il va bien, il va très bien. Vraiment très bien. Ça, pas trop de stress, toi bien, non? Ah non, tout va bien, zen. Non. À chaque problème, il y a une solution. Exactement. Bon, les amis, on aura un invité important dans quelques minutes. Il s'appelle François Burgat, il est politologue, il est snabologue, il est chercheur au CNRS, entre autres. Il est passé, d'ailleurs, il a pas mal vadrouillé. Il a enseigné, est-ce que vous le savez qu'il a enseigné à l'université de Constantine en Algérie? Ah, vous savez pas. Pas que en Algérie. Non, mais pas que. Mais je te parle de l'Algérie déjà, pour, tu vois, mettre dans l'ambiance. Il rentre dans les grâces de Christophe, vu qu'il a enseigné là-bas. Il est parti à Damas, il est parti à Sanaa, entre autres. Voilà, un sacré bonhomme. Qui sera avec nous donc dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Et avec lui, on va parler du traitement médiatique du confinement dans les banlieues. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé. De l'obsession de l'islam et aussi, on ne s'interdit pas d'autres sujets. Et justement, j'aimerais bien lui questionner par rapport à... Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il a fait un tweet où il a interpellé Bernadette Sauvager, la journaliste de Libération, dans l'affaire Tarek Ramadan, où on peut le dire quand même, François Burgat n'a pas été tout à fait neutre dans cette affaire. On verra cela avec lui, bien entendu. Bon, allez, on y va avec un petit zapping pour commencer, messieurs, dames. Ravi de vous retrouver encore une fois. Soyez les bienvenus, avec, bien entendu, comme chaque jour, la possibilité d'intervenir, d'interagir sur le live France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum, et en nous appelant, si vous le souhaitez, à la radio, 01 40 33 9000. Alors, vous qui vous intéressez, est-ce que l'on va pouvoir partir en vacances pour juillet-août? Où va-t-on pouvoir partir en vacances? Eh bien, Edouard Philippe a donné ce midi la réponse. Les vacances, rassurez-vous, ça va être possible, mais uniquement en France et en Outre-mer. Yes, Edouard Philippe. S'agissant des vacances, et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution, nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. À cet égard, je voudrais me féliciter et remercier les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme d'avoir pris aujourd'hui l'engagement de garantir un remboursement intégral en cas d'annulation liée au Covid des nouvelles réservations effectuées.
Les Français peuvent prendre leurs réservations. Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances. Parmi les fédérations qui s'engagent, je note en particulier l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le Groupement national des indépendants, le syndicat des tours opérateurs et celui des entreprises du voyage. Ces engagements sont riches de sens et riches de promesses pour les Français. Bon, alors la planche à billets, les vacances sont possibles, mais je ne sais pas comment fait-il ce gouvernement français pour trouver autant de milliards pour venir en aide à tout le monde. J'ai l'impression que le jour où il va falloir rembourser tout cela, c'est pas forcément eux qui vont morfler, mais plutôt les gens comme nous. Ah, je sais pas ce que tu en penses, Yasser, mais les milliards, ça y va en ce moment, hein, ça distribue. Hein. En fait, oui, Yasser. Juste avant, oui, Philippe, qu'est-ce qui se passe Yasser, on pourrait peut-être écouter ce que disait le ministre de la Santé il y a 4 jours. Ah oui, Olivier Véran. Voici ce qu'il disait il y a... Je ne sais pas répondre à cette question. On sait que jusqu'au 2 juin, je ne pourrais pas partir en vacances à plus de 100 km. Mais en tout cas, si le mariage était début juin avec 200 personnes, je pense que ça aurait été tendu. Mais un mariage en août, je ne sais pas encore répondre. Il y aura des clauses d'assurance et tout ça, donc je ne sais pas s'il faut l'annuler maintenant. Et puis d'ici à la fin mai, on dira ce qui va se passer pour le mois de juin. Et peut-être, si tout va bien, pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà. Alors, je te disais, donc Yasser, comment tu expliques que le gouvernement arrive à trouver des milliards à chaque corporation qui a un problème, et il n'y en a pas qu'une en ce moment, l'économie est quand même un peu touchée, impactée, le gouvernement arrive à nous trouver des milliards. Alors, je me pose la question, au bout d'un moment, ça va peut-être finir par poser des problèmes quand même. Non, en fait, il faut quand même soulever 2 choses. C'est que quand ils veulent trouver de l'argent, ils en trouvent. Si des milliards avaient été dépensés pour l'hôpital public et pour les services sanitaires en termes d'équipement, de formation, de recrutement et de rétention de celles et ceux qu'on a formés et recrutés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça veut dire que les économies de bout de chandelle auxquelles les hôpitaux ont eu droit pendant une décennie, non, pendant 2 décennies au minimum, ont fini par coûter 3 fois, 4 fois, voire 5 fois plus. Donc déjà, il y avait un mauvais calcul depuis le départ. Le deuxième, c'est que l'endettement sur lequel s'est engagé Bruno Le Maire n'a été choisi que parce qu'il fallait sauver les entreprises. Mais lorsqu'il fallait sauver le service public pour pas qu'on ait une crise sanitaire aujourd'hui et pour prévenir ces épidémies qui étaient de toute façon inévitables, comme on sait maintenant depuis 25 ans, là, de l'argent, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on ne fait que payer plus ce qu'on aurait pu économiser en amont avec un investissement dans le service public. Donc aujourd'hui, Édouard Philippe et Bruno Le Maire prouvent que, bah oui, de l'argent, il y en a, mais il faut quand même se rappeler qu'on tente aussi de faire culpabiliser les Français. Deuxièmement, pour les forcer à retourner au travail malgré les risques. Je rappelle que la crise sanitaire est toujours hors de contrôle. On a diminué le nombre de contagions parce que tout le monde a respecté le confinement, mais tout le monde aujourd'hui craint la seconde vague. On voit déjà que des promesses tenues pour le personnel médical n'ont pas été tenues. Et l'autre problème qui se pose encore une fois aujourd'hui, c'est qu'on a Gérald Darmanin qui tentait de nous faire culpabiliser. Tout cela a coûté 40 milliards à la Sécu. Oui, mais cet argent a fini par coûter ce qui coûte aujourd'hui parce que vous avez mis en place des politiques d'austérité à court terme et qu'aujourd'hui, on se retrouve tous à devoir payer. Mais c'est vrai que demain, on va tenter de nous faire payer ce qu'on a déjà payé pendant la crise de 2008-2009. Et là, je pense que, encore une fois, je rappelle la note du renseignement intérieur. S'ils préviennent le gouvernement d'un embrasement social, c'est pas pour rien. Et le gouvernement devrait vraiment faire attention. Soraya Rachedi, sur les vacances, est-ce que ça te rassure ou pas? Et le fait qu'on trouve du pognon comme ça, à tout va, pour rassurer toutes les corporations. Tu connais la planche à billets, Christophe, hein, c'est facile. Oui, je la connais, oui. Quand tu as la clé d'usine, c'est très facile. Mais oui, pour être plus sérieuse, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a ce pays, cette administration a un vrai problème d'anticipation. Et au lieu d'anticiper les problèmes, ils en provoquent. Et donc, je parle de ça, mais aussi du fait que voilà, les déplacements et les rassemblements sont autorisés à partir du 2 juin. Ils ont reculé ça au 29, c'est ça, au 29 mai Non.
C'est pas encore fait. C'est CNews qui s'est amusé de manière vraiment amateur à faire un petit encart comme ça où on voyait fête de Pentecôte pour les chrétiens et je sais plus quelle fête pour les juifs et l'Aïd interdit pour les musulmans. Voilà à quoi a joué CNews. Pour l'heure, il n'y a rien de décidé. Oui, c'est toujours le 2 juin pour ce qui est de la réouverture des lieux de culte. Ok, bon, on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'ils vont garder ça parce que sinon ça va créer pas mal de tensions au niveau des communautés. On l'a bien vu avec CNews en tout cas. C'est à la limite que ça puisse se faire. Dans les synagogues, dans les églises, il n'y a pas 4-5 000 personnes, les enfants. Le jour de l'Aïd, vous savez combien il y a de personnes dans les mosquées. Donc, ouais, mais c'est symbolique. Faut dire, tu le sais très bien. Ouais, mais. Tu le sais très bien. Peut-être pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Je ne sais pas. Enfin, après, je sais pas. Samia Chiki. Samia. Alors, cette planche à billets, elle te fait rêver? Le gouvernement te fait rêver? Tu sais bien qu'il me fait pas rêver depuis le début et que je suis assez critique à son encontre. Après, voilà, l'argent qui tombe du ciel, ça n'existe pas. On est en train d'emprunter à droite à gauche. Faut pas oublier qu'il y a le FMI qui est derrière et puis la BCE. Donc tout ça, ça va nous coûter plus cher que ce qu'on a bien voulu nous montrer. Donc, écoutez, préparez-vous parce que derrière, je pense qu'il va y avoir de grosses surprises. Après, voilà, je ne suis pas une experte en finance ou en économie, mais je sais pertinemment quand il y a des sommes considérables comme ça qui sont sorties par les États, on est encore plus dépendant de grandes structures internationales comme le FMI et ça, c'est pas bon à savoir. Bon, alors, deuxième petite vidéo, c'est un avocat qui explique pourquoi, justement, il y a eu des plaintes de déposées contre le gouvernement. C'était sur BFM TV. Écoutez les explications de l'avocat. Pourquoi alors, très précisément? Exactement, très précisément. Eh bien, en écho à ce qui vient d'être dit, c'est parce que, contrairement à ce qu'a dit un de vos invités, il semble que le gouvernement savait, et donc quand j'entends aujourd'hui que le gouvernement ne savait pas, eh bien, ce n'est pas les propos de Mme Buzyn. Mme Buzyn a elle-même déclaré dans le journal Le Monde qu'elle savait, qu'elle a averti les autorités, et en l'occurrence le Premier ministre et le Président de la République et M. Salomon, de ce tsunami qui allait s'abattre effectivement sur nous. Moi, je ne veux pas accorder à Mme Buzyn moins de crédit à ses propos qu'elle-même. Et il est évident que si Mme Buzyn dit ça, c'est que c'est vrai. Et nous sommes alors dans une qualification pénale. Mme Buzyn a elle-même déclaré dans le journal Le Monde sur l'abstention volontaire de prendre des mesures propres à combattre un sinistre. Et vous avez entendu cette notion de volontaire. Donc, moi, Mme Buzyn, si vous voulez, pour faire simple, si Mme Buzyn n'était pas allée dans le monde pour déclarer qu'elle savait tout mais n'avait rien fait, nous n'aurions jamais déposé de plainte. Nous ne sommes pas là pour critiquer une gestion publique, nous sommes là pour constater, pour faire constater, enquêter sur une potentielle infraction pénale, ce qui est très différent. En quelques mots, cette plainte, vous en attendez quoi? On en attend tout simplement d'abord une enquête. C'est-à-dire que je veux savoir, nous voulons savoir quel est exactement le contenu des échanges entre le président de la République d'un côté, le Premier ministre de l'autre et Mme Buzyn, celle-ci disant qu'elle a alerté et adressé des messages. Le minimum, et encore que nous ayons le contenu de ces messages, c'est le sens de l'enquête pénale. Imaginez un instant que nous découvrions qu'au fond, Mme Buzyn a joué son rôle d'alerte et qu'elle a été dissuadée d'agir par l'exécutif. Nous serions alors face à un scandale sans précédent. Et si ce n'est pas le cas, que Mme Buzyn a réglé ses comptes politiques au travers d'une tribune, d'une interview, et simplement que ça, bon, et ben alors on le saura. Et la majorité réglera ses problèmes entre elles. Voilà pour les explications de cet avocat sur BFM TV. On en reparle évidemment. Pour l'heure, la pub sur France Maghreb 2. On est de retour très vite avec notre invité aujourd'hui, politologue, histamologue et chercheur CNRS. Quoi il n'y a pas de pub avant 52. Ah, il n'y a pas de pub. D'accord, on est tranquille alors, c'est cool. Ouais. Merci DJ Nabil. Merci. Ouais, bon. Alors. Justement, peut-être le ministre de la Santé sur les plaintes, ce qu'il en pense, qu'il a dit à nos collègues de réaction d'Olivier Véran. Encore lui? Oui. Allez, on y va. C'est pas nouveau que les gens cherchent un coupable. Je suis pas sûr que le phénomène naturel comme une épidémie
fasse appel forcément à des culpabilités humaines. Maintenant, il y a des interrogations, les gens ont le droit de déposer des plaintes et j'ai le devoir d'y répondre, donc j'aurai le devoir d'y répondre. Et c'est comme ça. Quel mépris! Voilà. Quel mépris! Quel mépris! Pourquoi Yasser? Bon, il essaye de défendre sa paroisse quand même, Yasser. Oui, mais il défend sa paroisse alors qu'il y a plus de 25 000 morts. Un minimum de décence aurait été de dire je me joins à celles et ceux qui veulent connaître et faire toute la vérité sur ce qui s'est passé. Donc là, on dit oui, ils peuvent porter plainte et ils minimisent la chose comme si c'était un jeu d'enfant et auquel il devra se soumettre parce qu'il occupe une fonction officielle. C'est absolument, franchement, désastreux comme communication. On voit bien qu'ils n'ont pas saisi la hauteur des enjeux. Ils ne savent pas que les 25 000 personnes qui sont mortes, elles ont un parent, elles ont un frère, une sœur, un enfant, une fille, un ami qui est toujours en deuil en ce moment. Tout ça parce que non seulement on a mal géré en amont, mais on a minimisé dès la fin 2019 l'étendue de la crise et on n'a rien fait pour agir avant que des morts commencent à se compter par centaines. Donc non, je suis désolé, j'espère que les plaintes aboutiront et d'ailleurs là il y a, me concernant, mise en danger de la vie d'autrui. Lorsqu'on savait que l'épidémie était déclenchée fin 2019 en Chine, que l'ambassadeur de Chine avait prévenu le gouvernement et Jean-Yves Le Drian et Macron ont littéralement fait la sourde oreille, et quand on voit et quand on reprend les révélations, enfin plutôt les déclarations d'Agnès Buzyn, ce gouvernement est éminemment responsable. D'ailleurs, s'il n'était pas responsable, il ne s'amuserait pas à jouer avec l'idée de faire passer une loi d'amnistie pour ne pas être pénalement responsable. Donc non, bon oui, j'espère qu'Olivier Véran prendra ses responsabilités le jour venu, tout comme Emmanuel Macron et Édouard Philippe et le reste. Bon, Soraya, t'es pas loin de partager l'avis d'Yasser? Non, mais oui, tout à fait. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire que le mot gouverner un pays. C'est pas une mince affaire. Tu gouvernes un pays, tu ne diriges pas une entreprise. Et je pense que dans ce genre de responsabilité, de responsabilisation, il n'y a pas de pitié à avoir. Et encore, la pitié, elle se manifeste quand il y a reconnaissance dans l'autre part et qu'il y a limite une demande de pardon et pas cette allure comme ça assez méprisante. Et oui, vous avez des privilèges en tant que responsable, il y a aussi des conséquences lorsque c'est mal géré, et donc il faudra en répondre, et c'est tout à fait normal, à mon sens. Enquête, il doit y avoir. Samia sur effectivement ces plaintes déposées, sur la réaction d'Olivier Véran. On en avait déjà parlé hier d'ailleurs. Oui, tout à fait. On en a parlé hier en évoquant donc, que pour le moment, il y avait 63 plaintes qui avaient été déposées. Emmanuel avait rapporté la précision que certaines d'entre elles étaient en collectif. Donc, en réalité, ce n'est pas 63 personnes, mais beaucoup plus qu'il y a derrière ces plaintes-là. Et puis oui, Véran, là, a tendance aussi presque à se déresponsabiliser un petit peu, à faire preuve d'arrogance, alors que justement, être responsable de son ministère de la Santé, c'est justement reconnaître qu'il y a eu des torts de sa part, de la part de ses prédécesseurs. Et encore une fois, le fait que sa prédécesseur ait reconnu certaines choses juste avant qu'elle parte, ça ne la décharge pas de ses responsabilités à elle également, puisque lorsqu'elle était à la tête de son ministère, c'était bouche cousue de sa part. Donc c'est bien clair. Beau de se renvoyer la balle, mais à un moment donné, quand on est ministre, il faut prendre ses responsabilités, y faire face, et j'espère également que ces plaintes aboutiront. François Burga sera dans un instant avec nous. Bouge pas, Yasser. Avec nous sur France Maghreb 2. Je voudrais quand même qu'on ouvre, si François Burga n'est pas encore arrivé, de toute façon on en reparlera tout à l'heure, de ce qui s'est passé, parce que j'ai cru comprendre, Samia, tu vas m'éclaircir, qu'il y avait une affiche qui a posé problème à propos des élèves et au retour à l'école. C'est les profs, je crois, qui ont alerté, certains parents d'élèves aussi, sur ce qui était demandé de la part des enfants. Explique-nous tout. Oui, alors en fait, c'est dans la circulaire en fait qui fait partie du protocole. Donc il y a des recommandations qui ont été émises par le ministère de l'Éducation nationale et qui sont disponibles si vous voulez y jeter un petit coup d'œil sur le site EduScol. Et puis donc justement dans ces recommandations, il y a un grand paragraphe où on demande aux enseignants d'être vigilants. Puisque il y aurait possibilité que certains enfants, durant ce confinement,
ait pu être embrigadé. Ce ne sont pas les termes qui sont employés, mais c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc là encore, on tente de stigmatiser clairement la communauté musulmane, puisque dans ces paragraphes, c'est le terme de séparatisme qui est utilisé. Et je te rappelle, Christophe, qu'il n'y a pas très longtemps, notre président Emmanuel Macron donc a sorti de son chapeau ce nouveau mot qui est le séparatisme, encore une fois, mais qui désigne bien encore qui désigne bien encore la communauté musulmane. Donc c'est un texte, encore une fois, qui est discriminant vis-à-vis de la population de la communauté musulmane en France. Et les enseignants et également les inspecteurs académiques sont montés au créneau, puisqu'ils ont signé aujourd'hui une tribune dans laquelle ils dénoncent ces paragraphes-là, mais également toute la politique de Blanquer depuis 2017. Bon, voilà. Encore une fois, j'ai envie de dire, Yasser. Encore une fois. Il y a une tentative tout le temps de discriminer. Alors déjà, deux choses. Je voulais juste en fait mentionner le fait qu'il y avait le site plaintecovid.fr. Ils en sont déjà à plus de 184 000 téléchargements de dossiers de plainte. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui pensent peut-être porter plainte contre le gouvernement. Et les motifs qui sont proposés, en tout cas qui sont retenus par le collectif, parmi lesquels il y a Bruno Gaccio, il y a abstention volontaire de prendre les mesures visant à combattre un sinistre, violence involontaire, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, homicide involontaire. C'est dire. Donc maintenant, est-ce que ces plaintes vont aboutir ou pas? On verra lorsque le moment sera venu, mais lorsque vous avez presque 200 000 personnes qui téléchargent un dossier de plainte pour s'attaquer au gouvernement dans sa gestion de la crise, c'est énorme, ça en dit long. Concernant le communiqué du ministère de l'Éducation nationale, peu de gens au début y croyaient. D'ailleurs, quand on l'avait partagé avec le CJL, les gens pensaient à un fake. Ils ont même demandé le lien pour s'en assurer. Ça montre que Blanquer, depuis qu'il est au ministère de l'Éducation nationale, il n'a qu'une obsession en tête. Appliquer son idéologie réactionnaire avec les musulmans qui sont au centre de ses obsessions. C'est quand même inimaginable qu'on puisse avoir un ministre de l'Éducation nationale qui laisse circuler une circulaire pareille pour cibler un groupe de personnes. C'est vrai que, et comme le disait à l'instant Samia, on avait le gouvernement Macron, plutôt particulièrement Emmanuel Macron, qui parlait d'un séparatisme islamiste, tout encore une fois pour alimenter l'islamo-psychose et faire croire qu'il y a un ennemi intérieur, comme on l'a fait avant pour les Juifs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette circulaire, bien sûr, et je suis content qu'elle ait été rejetée par les inspecteurs, mais j'ai l'impression que, d'ailleurs, j'ai même pas l'impression, pour moi, c'est le cas, Jean-Michel Blanquer reproche aux enfants d'avoir passé plus de temps que l'habitué avec leurs propres parents. Ça veut dire que le temps passé par les enfants auprès de leurs parents est un temps dangereux qui pourrait en faire de dangereux séparatistes. Et sincèrement, les parents sont en droit de s'inquiéter. Je continue à les inviter à ne pas envoyer leurs enfants le 11 mai car rien n'est fait pour assurer leur sécurité. Mais quand on voit dans quelle atmosphère et dans quelle espèce de cocon idéologique on va les envoyer, sincèrement, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, est-ce que Jean-Michel Blanquer va continuer? La réponse est oui, et on ne sait pas jusqu'où il sera prêt à aller pour maintenant soit attirer la lumière sur lui-même, ou soit encore une fois pour stigmatiser les autres et ne pas rendre bilan sur ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Merci Yasser. L'heure pour nous d'accueillir notre invité, et je suis ravi de l'accueillir sur France Maghreb 2. Qui est une très Monsieur bonne François Burga. François Burga, bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir, mais je ne suis pas François Burga. Non, il était là. Non, je vous promets, il était là. Oui, je l'ai vu. Et visiblement, il va revenir. Je vous promets. En tout cas, Christophe, c'est un très bon sujet de transition là, de parler du séparatisme. Justement, en parlant de séparatisme, en attendant que M. François Burga nous rejoigne, étiez-vous au courant que Lourdes va rouvrir ce week-end? De quoi? Lourdes? Ouais. Ah ouais. Lourdes. Ouais, vous étiez beaucoup. Lourdes. Lourdes. Oui, mais c'est pour des trucs individuels. Pas si sûr. Ouais. Pas si sûr. Bah écoute, c'est ce qu'ils nous ont vendu en tout cas. La réouverture est prévue pour samedi. Thomas, vous allez le voir
Le sanctuaire, pour l'instant, est désert. C'est pour cette raison que je ne porte pas le masque. Explication bien utile. Le masque, en revanche, sera obligatoire ici à partir de samedi pour la réouverture. Sanctuaire réouvert simplement pour les pèlerins qui vivent à moins de 100 km de Lourdes. Alors, masque obligatoire, des mesures de distanciation, évidemment. Sur les bancs, on est en train, Maxime Sounia qui m'accompagne va vous montrer, on est en train de mettre des stickers, vous allez les découvrir, des stickers orange, pour qu'il y ait une véritable distanciation pour les pèlerins qui vont venir ici se recueillir. Et puis, pour l'eau bénite, la fameuse eau bénite qui coule ici au pied de la grotte. Normalement, les gens, pour se servir avec leur petite bouteille, appuient sur un bouton, eh bien, ils n'appuieront plus sur le bouton pour réclamer cette eau. L'eau coulera avec un flux continu, ininterrompu tout au long de la journée. En tout cas, tant que les pèlerinages seront autorisés ici à proximité de la grotte de Massabielle qui se trouve juste derrière moi, à proximité du Gave, ici. Le recueillement de ces pèlerins débute samedi. C'est très important que l'activité reprenne ici. C'est ce que me disait tout à l'heure le recteur du sanctuaire. Il me disait c'est important parce que le chiffre d'affaires est catastrophique pour l'instant. On pense que le manque à gagner est estimé à 8 millions d'euros, ce qui est considérable. C'est une première dans l'histoire du sanctuaire. Chaque jour, ici, ce sont des dizaines, des centaines de milliers de pèlerins qui viennent prier, un flux continu, 3 millions de pèlerins tout au long de l'année. C'est important, évidemment, on l'aura compris, que l'activité reprenne dans les plus brefs délais. Eh ouais, quand on met la religion et le business, ça va, est-ce que ça donne? Exactement, voilà. C'est quand même bizarre d'entendre le chiffre d'affaires. C'est bizarre, hein, en même temps, quoi. Bah ouais, non, mais si on parle de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on a perdu avec les tarawih qui n'ont pas eu lieu pendant ce mois béni? Ah ouais, et avec les quêtes qui n'ont pas pu se perdre dans les mosquées. Millions, bah oui, mais je pense qu'elle est pas, c'est pas raisonnable comme excuse et comme argument. Bon, est-ce que Monsieur Burga est avec nous? Affirmatif. Monsieur Burga, bonsoir. J'ai peur qu'on doive différer parce que la connexion est vraiment très très mauvaise, me semble-t-il. C'est bon. Ah bon? Pour l'instant, ça a l'air d'aller, Monsieur Burga. Soyez le bienvenu, en tout cas, sur France Maghreb 2. Moi, je ne vous entends presque pas, quasiment pas. Et bon. Je suis connecté, comment ça passait pas? Il y a des coupures. Je vous rappelle que vous êtes politologue, islamologue, chercheur au CNRS, Monsieur Burga. Vous avez obtenu... vous êtes devenu docteur en 1980, docteur d'État évidemment, en droit public, avec une thèse dirigée par un certain François Darcy. Vous avez enseigné, pour ceux que ça intéresse, le droit à l'université de Constantine en Algérie. Vous êtes chercheur évidemment, je le disais, directeur du centre. Vous avez été directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa au Yémen. Vous êtes directeur également de l'Institut français du Proche-Orient, du côté de Damas, en Syrie. Vous avez été donc quelques années. Et vous êtes passé aussi par Beyrouth au Liban. Et aujourd'hui, vous êtes donc membre du Conseil européen des relations internationales. Monsieur Burga, soyez le bienvenu encore une fois. J'aimerais qu'on mette fin tout de suite à une petite chose que vous avez déclarée sur Twitter. Vous avez interpellé une journaliste de Libération, Bernadette Sauvager, à propos de l'affaire Tarek Ramadan. Vous avez accusé la journaliste d'avoir fait pression auprès d'une plaignante. Et vous lui avez demandé de réagir, ce qu'elle n'a pas fait. Je n'entends pas, la connexion n'est pas bonne. Je n'entends absolument rien de ce que vous me dites. Est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, on vous entend, Monsieur Burga. Vous m'entendez? Christophe, oui, on vous entend. Nous allons le faire en audio. Sortir peut-être que s'il y a moins de monde, vous l'entendrez mieux. Non, mais c'est pas une question de moins de monde, je pense que c'est... Bon, on va essayer de trouver la solution, j'espère. Hein. C'est à chaque fois qu'on a un invité, c'est comme ça, c'est pénible. Mais bon, c'est la technique, quoi. Voilà. On peut peut-être tenter de prendre au téléphone, Philippe? Oui, c'est ce qu'on va faire. Hein, bien sûr. Samia, Yasser Al-Wati, Soraya Rachedi avec François Burga sur France Maghreb 2. On va essayer de le prendre par téléphone et on va essayer comme ça d'avoir de ne rien perdre de ses propos parce que c'est embêtant quand même, hein, quand on soit obligé de se répéter 150 000 fois. Pourtant, ce truc-là marche très bien. Hein, on n'a pas de souci avec les chroniqueurs. Quand on a un invité, c'est le bordel. Franchement, ça doit être, disons tous, chacun notre tour, Nal Chitan. Voilà. Je pense que c'est voilà. Ça doit être un truc comme ça. On doit avoir le stroll qui est rentré dans le truc.
Donc, Na'al Shaitan. Voilà. C'est bon, c'est fait. C'est bon, on n'aura plus de problème à l'avenir. C'est une bonne chose. Non, mais ça y est, on n'aura plus de problème à l'avenir. Je vous assure, c'est bon, c'est réglé. Bon. Vous m'appelez au téléphone? Oui, vous nous entendez ou pas? J'entends un dixième de ce que vous dites. Je comprends vaguement de quoi vous parlez. Voilà, écoutez, regardez, voilà, ça sonne. Non, le téléphone sonne, monsieur Burga. Voilà, oui. C'est la valise d'RTL. Oui. Alors, je vais couper le... Ah non, il ne faut pas couper le son. Non, il n'aurait peut-être pas dû couper, en fait. Il aurait peut-être dû juste écouter par téléphone et au moins répondre en image. Ça aurait été plutôt pas mal. Bon, bref. On alors, le voit encore et encore. Qui reste à l'image, ça serait bien. Comme ça, c'est bien. Hein, bon, alors est-ce que monsieur... remettre le son. Voilà. Est-ce que ça serait peut-être bien de remettre le son, juste qu'il puisse écouter par téléphone nos questions. Et puis, je pense qu'on va pouvoir y arriver, non? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bouriaki? Oui, mais j'aimerais bien entendre la voix de mon interlocuteur dans le téléphone. Bon, alors bonjour monsieur Burga, soyez le bienvenu en direct sur France Maghreb 2. Je disais, j'ai fait une brève présentation de vous et je voulais vous questionner par rapport à l'affaire Tarek Ramadan et à la journaliste que vous avez interpellée, Bernadette Sauvager, sur Twitter. Oui, il y a un retour de ouf là. Vous l'avez accusé d'avoir. Prévu, mais bon, je ne vais pas suivre votre question. Je vais vous répondre. Non, mais c'est pas une question de prévu ou pas prévu, monsieur Burga. Il se trouve que vous avez fait un tweet il n'y a pas longtemps sur Bernadette Sauvager, justement la journaliste de Libération. Vous l'avez accusée d'avoir fait pression auprès d'une plaignante. Elle n'a pas réagi. Je voulais savoir ce que vous lui reprochez réellement. C'est tout. C'est l'actualité. Hein. C'est public, monsieur Burga. Oui, d'accord. Donc, alors dites-nous. Je le dis très clairement dans le tweet. Hein. Il y a des correspondances entre l'une des enquêtrices, donc Bernadette Sauvager de Libération, et l'une des plaignantes, qui n'aurait jamais dû voir le jour. Ah, c'est hyper frustrant. Ah ouais, c'est relou là. Philippe, on n'entend pas, ça coupe. Il pourrait peut-être réactiver son micro pour qu'on l'entende directement, nous, non? Je ne sais pas si c'est... Non. Voilà, là j'ai remis mon micro. Voilà. Bah, c'est beaucoup mieux. Comme ça, au moins on vous entend parce que ça coupe. Ouais. Restez au téléphone. Voilà, faites les deux comme ça. Au moins, vous pouvez nous entendre et nous on vous entend par voilà. Alors, pardon de vous poser la question, mais c'était une question d'actualité que je voulais régler tout de suite. Bon, je réponds à votre question, bien que ça ne soit pas du tout le sujet sur lequel vous m'aviez demandé de préparer mes vieux neurones. Mais effectivement, comme vous l'avez vu, ça, ce sont des données factuelles, objectives, une communication entre Bernadette Sauvager, qui est une, bon, on va dire, je vais aller directement au but, qui est une enquêtrice à charge, qui est quelqu'un qui n'a pas qui dès le début a montré j'étais en relation avec elle. J'ai cessé d'accepter de répondre à ces questions quand j'ai vu l'usage qu'elle faisait de mes réponses. Donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas neutre là-dedans. Tout d'un coup, on s'aperçoit, enfin la pauvre découvre avec stupeur qu'un de ses messages adressés à l'une des plaignantes était rendu public. Dans ce message, elle disait attention, c'est dans son tweet, c'est très court, hein, on n'a pas beaucoup de place. Quand vous employez 2 phrases dans votre tweet pour dire je vous en supplie, ne révélez pas l'existence de ce message, c'est hyper confidentiel, c'est entre nous, n'en faites jamais état. On peut déjà se dire tiens, c'est bizarre, c'est pas un ton normal. Et dans ce message, elle lui dit mais pourquoi vous faites ces révélations, pourquoi vous parlez avec les supporters de Tarek Ramadan? Eh ben moi j'ai estimé, et je suis pas le seul, la plupart des gens qui ont lu cette communication savent bien qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre parce que la plaignante en question a changé de comportement. Elle a dit qu'elle avait été trompée, elle a dit elle a fait marche arrière. Et on a eu l'impression qu'une des enquêtrices, qui devrait être dans le rôle du juge de paix, lui disait taisez-vous parce que alors. Bernadette Sauvager a dit je le dis taisez-vous parce que vous vous mettez en danger. Mais nous on a eu l'impression, enfin en tout cas moi et j'assume, j'ai eu l'impression qu'elle lui demandait de se taire parce qu'elle mettait en danger l'accusation. Elle discréditait complètement tout le discours, enfin tout
la structure de l'accusation contre Tarek Ramadan. Et bah oui, moi ça me paraît complètement. Parenthèse refermée. Monsieur Burga, voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à un tweet que vous aviez fait il y a pas longtemps. Il y a mieux depuis. Il y a un témoignage, si vous voulez compléter vos informations, il y a un témoignage de quelqu'un avec qui je suis en désaccord profond, structurel, que je ne fréquente pas, que je ne connais pas. Mais justement, j'ai posté ce témoignage d'un ennemi de Tarek Ramadan qui s'appelle Soral. Et Soral a lâché une bombe, une véritable bombe. Il dit, moi, ces filles, ces plaignantes, elles sont venues me voir, elles voulaient qu'on fasse un scandale pour révéler la vie sexuelle de Tarek Ramadan. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas le tribunal de la braguette. Mais ce que je peux dire, ce qui m'a surpris, c'est que toutes ces filles qui sont venues me voir, j'en ai connu 7, dit-elle, des plaignantes, les principales plaignantes. Jamais, au grand jamais, elles n'ont parlé de viol. Elles ont en quelque sorte, et il emploie cette formule qui est terrible, que j'ose à peine répéter. Il dit ces plaignantes se sont plaintes de Tarek non pas pour ce qu'il leur faisait, mais pour ce qu'il avait cessé de leur faire. Alors moi j'estime que ce témoignage-là, il doit être réfuté, mais non, il est jamais arrivé aux oreilles ou aux neurones de nos grands journalistes d'investigation. Alors effectivement, je me suis prononcé également sur ce terrain glissant, difficile. Vous connaissez peut-être ma position sur Tarek Ramadan. Elle est beaucoup plus complexe que ce que l'on en dit. Je ne soutiens pas Tarek Ramadan. Je combats ses ennemis parce que ses ennemis sont également les miens. Et c'est pas tout à fait la même chose. Très clair. Très clair. Bon, Monsieur Burga, je rappelais lorsqu'on était en présentation un peu chaotique, puisque vous ne nous entendiez pas, et c'était important quand même que vous entendiez ce que je disais, pour confirmer ou peut-être démentir. En 1981, vous êtes devenu docteur d'État en droit public, avec une thèse dirigée par un certain François Darcy. Vous avez... Parce que j'ai plus votre son, ni d'un côté ni de l'autre. 1981, docteur d'État en droit. Vous pouvez me poser des questions dans le chat. Vos questions, vous pouvez me les mettre dans le chat. Bon, vous avez également enseigné en droit à l'université de Constantine à Alger. Vous confirmez ça, Monsieur Burga? Oui. Voilà. Oui, pendant 7 ans. Voilà. Extraordinaire. Quelles images vous en retenez justement de l'Algérie, de Constantine? Ma carrière, en fait, dans les pays sur lesquels j'ai écrit, c'est-à-dire successivement l'Algérie pendant 7 ans, puis l'Égypte pendant 5 ans, puis le Yémen pendant 6 ans, et puis la Syrie pendant 5 ans, et le reste du temps, je me promenais dans les autres pays de la région dite arabe et musulmane. Et vous êtes aujourd'hui membre comment dirais-je, attendez, je retourne mes petites fiches, voilà. Vous avez une carrière quand même assez impressionnante, effectivement. Vous êtes passé en Syrie, au Liban aussi, à Beyrouth, et aujourd'hui donc membre du Conseil donc européen des relations internationales. Monsieur Burga, ce pourquoi on a voulu vous faire venir aujourd'hui, avant de vous laisser entre les mains de Soraya Rachidi, Yasser Louati et Samia Chiki ici présents, et Philippe Boyaki, si toutefois il a une question, il est le bienvenu aussi. Ce pourquoi on est venu, c'est parce qu'il y a eu confinement, ça ne nous aura pas échappé. Et on a eu confinement en banlieue. On a eu un traitement médiatique très particulier sur ce confinement en banlieue. Comment vous l'expliquez, Monsieur Burga, cette différence de traitement qu'il y a eu, qui était nettement observable pendant ces plus de 50 jours de confinement? Oui, écoutez, l'épreuve qui nous est arrivée à tous, cette pandémie, on va l'analyser avec un peu de recul en disant que c'est un révélateur des forces et des faiblesses des individus, de chacun d'entre nous et des sociétés du monde dans lequel nous vivons. D'accord ? C'est comme si on arrivait devant une rampe, une montagne. Ceux qui sont plus forts montent plus vite, ceux qui sont moins forts montent moins vite. On a vu cette crise a produit des opportunistes, profiteurs, hypocrites, et puis elle a produit de la générosité, des héros, donc il y a eu les deux. Bon, donc la société française a révélé ses forces et ses faiblesses. L'une des faiblesses de la société française que nous connaissons bien, qui est structurelle, c'est qu'elle a jamais alors on va partir de très haut, je dirais, moi, elle a jamais tourné la page de ses aventures coloniales, elle a jamais été capable d'accorder aux populations issues appartenant à la dernière strate des composantes de la nation française, elle n'a jamais été capable de leur accorder un traitement égalitaire, malgré ses grands principes. Donc, effectivement, le Covid-19 a révélé les fractures sociales au sein de la société et le fait que ces fractures sociales ont un substrat, j'aime pas ce mot, mais disons racial. Disons que la fracture sociale passe le long des appartenances de cette
composante noble et belle de la société française qui est issue de la relation nouée au début du XXe siècle ou même avant, s'agissant de l'Algérie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce refus de l'intégration noble et complète de la composante musulmane de la population française s'est exacerbé. Et on l'a vu, paradoxalement, quand la pandémie a commencé, on s'est dit, oh, voilà une période de calme, on ne parle plus des séparatistes ou des islamistes ou vous avez suivi l'évolution de la terminologie. On parle du Covid-19, ça nous change. Mais à l'intérieur de la problématique du Covid-19, on est très, très vite revenu. Et vous avez eu, donc, vous l'avez très bien dit, vous avez eu cette incapacité de la société, des médias. Alors, bien sûr, il y a un problème structurel. Les médias grand public en France, les médias audiovisuels, sont aux mains de l'extrême droite et de la droite, majoritairement. Alors, bien sûr, il y a un effet amplificateur, mais dans les médias, on a eu un parfait exemple de ce vieux réflexe de la société française qui, lorsqu'il y a un problème, en donne une lecture culturaliste. C'est-à-dire, au lieu de dire dans la Seine-Saint-Denis, ben zut, il y a très peu de... Très peu de... Il a été coupé. Ça a été coupé. Ça a marché nickel, là. On vous entend toujours... Monsieur Burga. Je continue avec le son seulement. Oui, ben, on va essayer, allez-y. Donc, nous avons eu un festival de démonstration, de lecture culturaliste des problèmes qui traversent la société française. Je vais m'expliquer, je vais cesser de jargonner. Je prends un exemple. Le téléphone sonne, c'est une émission vedette de France Inter, Fabienne Synthèse pour ne pas la nommer. La question, c'est la situation en Seine-Saint-Denis. Pendant 10 minutes, Madame Synthèse va nous proférer une série d'insinuations culturalistes. Alors elle dit, pour que ça aille mieux dans la Seine-Saint-Denis, il faudrait peut-être traduire les consignes dans d'autres langues. Hein. Et puis, il faudrait peut-être, jusqu'à ce qu'un de ses invités, et c'est tout à son honneur d'avoir eu cet invité, l'interrompe et lui dit, mais madame, s'il y a un afflux dans les hôpitaux de la Seine-Saint-Denis, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'hôpitaux à la Seine-Saint-Denis que dans le quartier où probablement vous vivez. Donc, on a eu sans arrêt cette stigmatisation culturaliste qui dépolitisait, qui désocialisait les problèmes qui se posaient dans les zones de grande densité où de surcroît les gens devaient travailler, et on a voulu chercher une explication culturaliste et en l'occurrence religieuse. Et vous avez vu les plus magnifiques échantillons que nous avons eu récemment. Nous avons eu quand même quelqu'un, c'est pas un garde-barrière le monsieur, c'est un professeur de médecine, enfin j'ai rien contre les gardes-barrières, et ce monsieur qui a dit la propension des gens à cracher dans les rues et donc à semer le virus est en partie liée à leur appartenance religieuse, puisque, comme chacun sait, pendant le mois de Ramadan, alors on l'expulse dans la rue. Donc on a eu ça, on a eu, je pense, alors, Monsieur Burga, oui. Monsieur Burga, c'est très intéressant ce que vous nous dites, sauf qu'on a beaucoup de questions à vous poser et on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Juste, je vais balancer la pub pour ce qui est de nos auditeurs à la radio, parce que la pub c'est important, on peut pas y échapper. On reste, cela dit, en live sur Facebook, France Maghreb 2 et Christophe. On va réparer le réseau entre-temps. On va essayer, éventuellement, avec plaisir même. Tout de suite, donc pub, et on est de retour très vite. On va peut-être prendre d'ailleurs connaissance de nos auditeurs, ce qu'ils ont à nous dire sur Facebook en attendant. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon, alors, les amis, on va essayer de rétablir le réseau. Est-ce que Soraya, tu peux aller jeter un petit coup d'œil? Tu peux jeter un petit coup d'œil sur les commentaires sur Facebook. France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Qu'est-ce qui se passe? Que nous disent-ils aujourd'hui? Sont-ils réactifs? Oui, tout à fait. Donc, il y a la fidèle Nadia Lachi qui nous dit... Nadia, bonjour Nadia. Oui, bonjour Nadia. Merci en tout cas, monsieur, pour votre honnêteté intellectuelle. Denrées rares de nos jours, merci. Il y a Asnan qui nous dit, donc je lis en même temps que vous, hein. On est tous au courant que Tarek Ramadan a fait des choses graves qu'il a avoué lui-même, mais qu'il y a eu une machination médiatique à son encontre en l'accusant de violence volontaire envers ces femmes. Et Ilham Djebara qui nous félicite en disant super émission comme d'habitude. Merci Ilham. Voilà, elle est adorable Ilham. Alors, est-ce que, mon cher Philippe, est-ce qu'on a pu arranger un peu les conditions techniques avec Monsieur Burga? C'est frustrant. Oui, c'est une catastrophe.
Oui, c'est une catastrophe, M. Burga. Vous êtes boycotté, M. Burga, c'est ça? Ça doit être ça, hein, voilà. On ne veut pas que vous vous exprimiez, peut-être. C'est vrai que je suis dans les montagnes, mais c'est la première fois que j'ai une connexion aussi catastrophique que ça, quoi. Je fais des trucs que j'ai parlé aux États-Unis à des étudiants, ça passait merveilleusement bien. J'ai parlé à Singapour, et là, non, ça va pas. Bon, bah, c'est pas grave. L'essentiel, on vous entend, M. Burga. En tout cas, vous êtes le bienvenu et ça nous fera, en tout cas, l'occasion de se revoir. Et physiquement, j'espère. J'ai bientôt la fibre à mon domicile. Oui, ah bah oui, d'accord. Non, mais comme ça, quand vous pourrez venir dans nos studios quand on aura retrouvé nos studios, et ça sera avec plaisir qu'on pourra faire une belle et grande émission. Pour l'heure, Monsieur Burga, quelques questions de nos chroniqueurs. On va commencer peut-être par Soraya Rachedi. Hein, question pour François Burga, notre invité aujourd'hui. Soraya. Ah oui. En tout cas, bonjour Monsieur Burga. Je vous considère beaucoup. Vas-y, Soraya. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, je vous entends. Oui, je vous Soraya. entends. Vas-y. Par contre, elle ne nous entend plus. Bon, super. Alors, on va peut-être passer à Yasser Louati, du coup, alors. Attends, je vous entends. Allô? Ah, bah, qu'est-ce que tu fais, Soraya? Oui, je sais pas, il y avait un petit bug, je vous entendais plus, en fait. Bon, alors vas-y, pose ta question. Oui, donc bonjour, je disais que je vous considère beaucoup plus comme politologue et sociologue à la limite que islamologue, parce que vous avez l'intelligence d'étudier le fait social par le fait social et non de justifier, donc en parlant de l'islam, de justifier des choix politiques par des choix religieux, donc quelque chose que j'apprécie tout particulièrement d'un point de vue intellectuel. Aussi, donc, je lisais un peu ce que vous écriviez et il y a quelque chose qui a retenu mon attention quand vous parlez d'anti-islamisme primaire. Et donc, en parlant de ça, vous disiez que voilà, il y a deux anti-islamiques entre parenthèses. Donc, les Occidentaux qui ont d'une certaine manière n'ont pas digéré, on va dire, son passé colonial, et de l'autre, un certain camp arabo-sioniste qui se complaisent dans cette anti-islamité. Et nous y retrouvons les régimes autoritaires, et notamment, vous y avez nommé notamment Bouteflika. Et donc, dans cet anti-islamisme primaire, je me demandais si finalement vous ne parliez pas d'islamophobie, et sinon, quelle serait la différence? Et en creusant un peu plus, est-ce que, donc tout à l'heure, vous parliez de culturalisme, et vous avez cité le mot racial que vous n'appréciez pas, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le fond du problème? Parce que cette question raciale, est-ce qu'il ne faudrait pas dévier le pointeur du mot islam et plutôt s'accrocher sur le passé colonial et donc racial dans ce problème que nous avons en France vis-à-vis de la religion musulmane et des musulmans et donc des maghrébins? C'est pas une question BFM TV, M. Burga, vous avez vu, hein? Une question très très simple. Non, mais je suis tout à fait d'accord. La matrice de l'islamophobie, en dernière instance, elle est de nature raciale. Elle est l'incapacité. Mais attention, elle a plusieurs sources. Je ne veux pas qu'on oublie. Bon, on a cité Bouteflika. Je préférerais dire les Émiratis actuellement. Je dis dans l'islamophobie ambiante en Europe actuellement, il y a deux composantes. Il y a mes peurs de français, de culture chrétienne qui doit accepter l'émergence, l'affirmation d'une religion qui n'est pas celle de mes ancêtres. Ça, c'est la mayonnaise de la réaction à l'affirmation de la présence musulmane. Mais il y a également des stratégies politiques délibérées des acteurs du monde musulman. Je vais me concentrer là-dessus. Quand les Saoudiens, bon, ils sont pas dans la dentelle, ont envoyé il y a 6 mois de ça un responsable religieux pour un ancien président de la Ligue islamique mondiale dire à Emmanuel Macron, il faut combattre l'islam politique. Vous voyez qu'il y a un rôle pervers. Quand Sisi, quand les Émiratis susurrent, quand Haftar, le Libyen, susurre aux dirigeants occidentaux, nous allons vous débarrasser des frères musulmans, ils font partie de la recette. Donc, moi, pour déculturaliser complètement la problématique de l'islamophobie, je dirais que l'islamophobie est plutôt l'expression de ceux qui ont peur d'être menacés dans leur hégémonie. Les Émiratis ne luttent pas contre l'islam politique, ou en tout cas pas contre la part islam politique. Ils luttent contre la politique. Ils ont peur de perdre leur majorité électorale. Et donc ça, je pense qu'il faut le rajouter à
à l'analyse de la situation très dégradée de l'islam en Europe, c'est le produit d'une coopération. C'est le produit d'une coopération entre les peurs existentielles des Occidentaux et les agendas politiques des régimes autoritaires qui veulent discréditer leurs opposants aux yeux de leur environnement occidental. Et je crois que on devrait être d'accord là-dessus. Bouteflika n'est pas le pire exemple, mais Zine El Abidine Ben Ali, Sisi, Haftar, les Émiratis, les Saoudiens, nouvelle méthode, sont, je pense, très j'ai fait une tribune dans Politis un jour et c'est pas moi qui ai trouvé le titre, je suis très vexé. C'est Denis Siffert, il est bien meilleur que moi, il a dit sous la défense de la laïcité, la contre-révolution arabe. La contre-révolution arabe s'habille des oripeaux de la défense de la laïcité. Et ça, c'est une dimension très récente du phénomène de l'islamophobie en Europe. Cette corrélation entre l'extrême droite française et elle est cynique, je veux dire. Marine Le Pen... Monsieur, dans cette problématique, comment vous lisez justement la posture peut-être un peu innovatrice du président Tebboune, qui ose employer des termes qui n'avaient pas été employés jusqu'ici? Quel président, pardon, je n'ai pas entendu? Monsieur Tebboune, président Algérie. Président d'Algérie. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, ça m'a échappé. En parlant d'épuration ethnique, il me semble, du passif. En fait, il a parlé du passif colonial, tout bêtement, de la France vis-à-vis de l'Algérie. Oui, mais ça me choque pas. J'ai dû dire quelque chose d'assez voisin. Je pense que d'abord tout ce que recouvre le terme d'islamisme, tout ça ne peut pas être compris hors du cadre historique de la colonisation. Une autre formule que j'ai employée, j'ai dit l'islamisme, c'est la réaction du monde musulman à l'overdose de présence occidentale. Overdose historique dans le contexte colonial, mais aussi overdose dans ces mécanismes qu'on a appelés l'impérialisme, qui ont pris le relais. Les États-Unis se sont mis à jouer un rôle qu'ils n'avaient pas joué à l'époque de la colonisation. C'est une réaction à l'overdose de présence occidentale directe ou par élite asservie interposée. Ça, c'est aussi un mécanisme extrêmement important, la capacité des Occidentaux à fabriquer des élites musulmanes asservies. Alors, ça fonctionne, évidemment, on fabrique des Zine El Abidine Ben Ali, on fabrique, je les ai appelés, moi, affectueusement des Pinochet arabes. Peut-être êtes-vous trop jeune pour vous souvenir de Pinochet, mais Pinochet, c'est un régime autoritaire qu'on substitue à un régime démocratique en échange de garanties économiques, de facilités économiques. C'est une vieille technique des Occidentaux. Et il faut dire qu'elle fonctionne à l'intérieur du tissu de la société française. À l'intérieur du tissu de la société française, l'un des maux de la société française, c'est qu'elle ne permet pas à la composante musulmane de la société d'être représentée par des représentants légitimes. Elle fabrique les représentants, et je vais vous parler de votre ami que vous connaissez bien, l'imam Chalroumi. Le Chalroumi on peut peut-être enlever le terme d'imam. Le seul qui accède aux médias aux heures de grande écoute, c'est celui qui cautionne d'une façon ou d'une autre la criminalisation de la quasi-totalité de la communauté dont il est supposé être le représentant. Peut-être le savez-vous pas, mais Chalroumi a à peu près 900 followers. 900, ah oui, c'est tout. Pas beaucoup. Musulman. D'accord. Ah oui, d'accord. Yasser Louati pour une question à notre invité François Burga sur France Maghreb 2 en direct. Bonjour Monsieur Burga. C'était une question là, non? Oui, on vous écoute, c'est une question de Yasser Louati. Yasser Louati, voilà. C'est vrai que le rôle des Émirats ne peut pas être minimisé dans ce qu'on appelle la contre-révolution arabe. On sait que leur phobie principale, c'est de voir des communautés musulmanes occidentales organisées, structurées, actives politiquement et socialement, qui puissent inspirer et donner un modèle de réussite aux populations locales, qui pourraient dire, vous avez vu, ils ont réussi eux là-bas, pourquoi est-ce que nous on ne pourrait pas le faire ici? Et ce qui menacerait l'hégémonie, en tout cas le pouvoir émirati sur place. Ça s'applique aussi à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays. Ma question, Monsieur Burga, elle concerne le Covid-19 aujourd'hui. Est-ce que, en voyant l'Union européenne en décrépitude, avec toutes les rivalités et les clashs qui ont eu lieu liés au masque, au financement, etc., est-ce que le Covid-19 ne risque pas de rebattre les cartes quand on parle de relations internationales, aussi bien entre l'Europe et les pays du Moyen-Orient que la France elle-même et ses anciennes colonies? Alors, je me refuse, moi, à tirer en termes géopolitiques global
des conclusions trop prématurées. Maintenant que j'ai pris cette précaution oratoire, je vais faire exactement le contraire et je vais me référer quand même à dire quelque chose. Je pense que l'une des principales leçons de la gestion, vous avez très bien énoncé, c'est que vous savez, la France a commencé sur un registre extrêmement arrogant en donnant des leçons, en disant jamais nous emploierons les méthodes qu'emploie la Chine parce que nous sommes une société démocratique et ça ne peut pas nous aller. Et 15 jours après, évidemment, il faisait un virage de 180 degrés en disant que l'Occident, d'une façon générale, pour des tas de raisons d'ailleurs, notamment au fait qu'ils sont des sociétés où la pyramide des âges est différente, ils avaient plus de morts, mais disons, l'Occident a montré un visage qui a certainement nourri en partie la dynamique de discrédit lent et irrésistible qui est la sienne au cours des décennies écoulées. Alors oui, effectivement, on peut dire que la prestation des pays occidentaux dans la gestion de la crise par rapport à des petits, entre guillemets, pays comme la Turquie ou le Maroc, acteurs dits secondaires qui ont fait des prestations plus convaincantes, oui, je pense que l'on peut dire que le Covid-19 restera comme un jalon qui aura accentué le discrédit, qui aura entamé l'hégémonie symbolique des Occidentaux sur la scène mondiale. Samia Chekhi. Parce que la Russie n'a pas montré un visage significativement plus efficace que les États-Unis et les pays européens. Est-ce que ça va affecter les relations de la France avec les pays du Golfe? Quand on voit par exemple que l'Arabie Saoudite a carrément mis en application des mesures d'austérité et qu'on voit bien que le tourisme est profondément affecté, ce qui va toucher des pays comme les Émirats, particulièrement les Émirats de Dubaï et d'Abu Dhabi, est-ce que dans ces conditions-là, ça ne va pas rebattre les cartes entre la France et ces pays-là? Écoutez, si vous écrivez quelque chose là-dessus, je vais vous lire très attentivement, parce que pour moi, c'est un dossier extrêmement important. Le pire de ce que fait actuellement la France sur le plan diplomatique, c'est d'être dans l'axe émirati, MBS, Sisi, qui est aussi bien au Yémen qu'en Libye. Donc, si vous me dites que vous avez des signaux qui permettent de penser que la confiance, et il y a tellement de signaux en ce moment, il y a eu le retrait des batteries de patriotes en Arabie Saoudite, et puis non, puis ici. Donc moi, je ne suis pas assez sûr des données factuelles actuellement pour vous répondre. Mais si vous avez une réponse sur les très attentivement. Philippe, en train de le perdre. Mais pour l'instant, encore récemment. On n'entend plus Monsieur Burga, Philippe. Le gouvernement, dès l'instant, l'axe au remous de la période Covid. Mais je sais pas. Encore une fois, là, je pense qu'il faut être. En tout cas, moi, je préfère être prudent et dire qu'on va attendre un certain temps. Maintenant, si ça a mis fin ou si ça a affaibli nos relations avec MBZ, ça sera pour moi vive le Covid-19. Samia Chekhi pour une question à Monsieur Burga, notre invité sur France Maghreb 2, dans des conditions techniques pas excellentes, mais on y arrive quand même. C'est l'essentiel. Samia. Oui, bonjour Monsieur Burga. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Alors, effectivement, le sujet aujourd'hui devait tourner autour du traitement médiatique, notamment qui a été fait durant le confinement des banlieues. Donc, moi, je vais plus m'axer sur ce sujet-là. Donc, ce traitement médiatique du confinement dans les banlieues a été un peu plus stigmatisant. Encore une fois, et j'en veux pour citation notamment le titre de Paris Match, Solidarité en bande organisée. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans l'actualité. Oui, c'est le pire. Vous faites bien de mentionner ça, je voulais le mentionner également. Je pense que c'est le pire de ce qui a été fait, vers le discrédit du versant positif de la mobilisation des populations des banlieues stigmatisées pour leur appartenance confessionnelle. Oui. Mais il y a rien d'autre à dire si ce n'est à être tout à fait triste. Si on pourrait rajouter un petit quelque chose, c'est que le monsieur qui est le grand ami de Bibi Netanyahou nous a démontré récemment qu'il est également le grand ami de Éric Zemmour. Voilà. C'est pour terminer ce note. Tout à fait. Et il y a également quelques temps, Monsieur Burga, vous aviez également dénoncé la démarche, j'ai envie de dire scientifique, de Bernard Rougier,
qui avait préparé son étude sur le séparatisme islamique et qui avait donc inspiré notre président. Et justement, cette notion de séparatisme, elle avait été oubliée quelques mois. On pensait justement que cette obsession autour de l'islam et de la communauté musulmane avait été mise de côté durant cette crise. Et au final, eh bien, cette notion, elle revient notamment dans une circulaire qu'a fait passer monsieur Jean-Michel Blanquer. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'encore une fois, malgré la crise, malgré cette problématique autour de la reprise des écoles, dans une circulaire, on rabâche encore une fois cette notion de séparatisme et on incite encore les enseignants à la délation et à stigmatiser les élèves issus d'une communauté? Mais j'ai malheureusement très peu de commentaires à faire, si c'est vous dire mon empathie totale avec cette bérésina intellectuelle. Comment marche notre système? Quelle est la fragilité de notre système national? C'est l'électoralisme. Je ne sais pas quelles sont les convictions personnelles de monsieur Macron, mais je sais qu'il est prêt à adopter. Moi, je vais vous dire quelque chose d'horrible, mais ne le répétez jamais. J'ai voté pour lui. J'ai voté pour lui parce qu'il avait eu 2 ou 3 éclairs sur l'Algérie, vous savez, sur les crimes contre l'humanité, sur la perspective qu'il avait du terrorisme, où il a dit s'il y a de la violence dans notre société, c'est qu'il y a un terreau, etc. Et ce monsieur, notre cher président, a été capable, sur la Syrie, de faire un détour, un demi-tour à 180 degrés pour prendre des postures qui le mettent plus près de ce qu'il fait par les sondages de la majorité de l'opinion publique. Donc, on dit toujours le pire est atteint. Et j'avoue que les 45 minutes de coup de téléphone à Zemmour, pour moi, ça a eu valeur d'un coup de massue. J'ai dit, bah non, le pire n'avait pas été atteint. Voilà, là, nous avons franchi un stade supplémentaire parce que cautionner Zemmour comme il l'a fait, eh bien sûr, c'est cautionner le rougiérisme qui a pris la suite du kétélisme. C'est cautionner cette dérive culturaliste qui fait que nous ne sommes plus capables d'analyser nos travers, nos faiblesses, et que nous préférons en faire porter la responsabilité à la culture de l'autre. Mais bon, je ne vois pas pour l'instant le remède à court terme. Monsieur Burga, à propos des Émirats, justement, je pense qu'il vous serait utile que vous puissiez regarder le travail qui a été fait par le CJL, qui est présidé par Yasser Louati. Je pense que vous ne serez pas en désaccord avec ce qui a été fait, bien au contraire. Le CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Voilà. Ça, c'était pour la petite info et la petite remarque. Il nous entend toujours ou pas? J'espère. Monsieur Burga, vous nous entendez? Il ne nous entend plus, c'est super. Attendez, voilà. Pas complètement saisi, là. Vous avez parlé des Émiratis, de Yasser Louati. Je vous ai, voilà. Alors, vous avez retenu l'essentiel. Je vous disais que finalement, votre position sur les Émirats devrait être aller, j'allais dire, dans le sens de cette enquête qui a été faite par le CJL, qui est le Comité Justice et Liberté pour tous, présidé par notre ami Yasser Louati. Voilà. Et vous allez voir que vous allez être conforté, je veux dire, pas forcément en désaccord, bien au contraire. Moi, je voulais vous poser une question. Non, mais nous sommes sur une ligne extrêmement voisine, mais moi, je suis extrêmement mobilisé. Je vous donne un exemple. Hier, LCP, je pense, a rediffusé les Qatar Papers. Les Qatar Papers, pour moi, c'est une grosse magouille des services émiratis qui ont acheté des mercenaires français. Et bon, voilà, l'actualité récente des Émiratis, c'est d'arriver à faire parler ce tissu de mensonges, parce que les Qataris, qui ne sont pas des saints, hein, c'est pas la question, mais les Qataris interfèrent financièrement avec 1% des lieux de culte en France. Comment ose-t-on dire qu'ils ont fait une OPA sur l'islam de France? Eh bien, le problème de ce film, les Qatar Papers, c'est qu'il a été cofinancé par l'Assemblée nationale française. Ça veut dire que le lobby émirati a ses accès au plus haut sommet de l'État maintenant, et qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent, hein, et qu'ils peuvent diffuser une propagande qui était extrêmement dangereuse. Je m'en fiche qu'on criminalise le Qatar. Mais le danger, c'est qu'on criminalisait 90% des musulmans qui étaient sur une ligne qui n'est pas du tout une ligne radicale, mais qu'on essaye de criminaliser parce qu'ils auraient eu une relation avec le Qatar, etc., etc. Donc, je pense que l'un des combats Monsieur Burga,
puisque vous parlez du Qatar, oui. En annonçant votre venue, oui. Puisque vous parlez du Qatar, en annonçant votre venue, quelques auditeurs m'ont alerté justement sur le fait, et je pose la question volontairement pour que vous puissiez démentir ou affirmer, je ne sais pas, vous seriez financé par le Qatar. Depuis quand et depuis combien de temps? Voilà, c'est l'information qu'on a reçue. Alors, c'est le moment de démentir ou pas, monsieur Burga. Qui sera financé? Vous, monsieur Burga, François Burga. Moi? Oui. Ah oui, mais bon, vous ne suivez pas l'actualité parce que tout ça je précise que c'est une question d'un auditeur. J'ai répondu à ça depuis toujours. J'ai accepté la présidence honorifique et parfaitement bénévole. À tous ceux qui disent que je suis riche des sous du Qatar, je leur dis, s'il vous plaît, redonnez ma bonne adresse au financier qatari pour que je reçoive enfin mon chèque. Je ne reçois pas et je n'ai jamais reçu un centime du Qatar. Simplement, j'ai accepté parce que c'était Bertrand Badi, parce que c'était Salam Kawakili, parce que c'était Azmi Bichala, pour qui j'ai un profond respect. J'ai accepté d'être le président du conseil d'administration du Centre arabe de recherche et d'études politiques, le CAREP à Paris. Googlez, renseignez-vous et sachez bien que je fais ce travail-là. C'est un travail relativement symbolique, mais enfin, je m'investis quand même un petit peu à titre totalement bénévole. Voilà. D'accord, non mais c'était important de le dire. Par contre, il est timide de savoir si M. Chenot et Malbruno n'auraient pas, par hasard, touché des sommes très substantielles des Émiratis pour pondre leur pamphlet anti-Qatari. Moi, je n'ai pas de scrupule à, non pas défendre le Qatar, mais à empêcher le Qatar bashing, parce que derrière le Qatar bashing, il y a la contre-révolution arabe. Moi, je m'en fiche de sauver la réputation de l'émir du Qatar, mais par contre, démonter les ressorts du Qatar bashing, oui, c'est une mission d'intérêt public, parce que depuis que le Qatar ne s'est pas mis du côté des régimes autoritaires, il est la cible de tous les régimes autoritaires, mais au lieu de dire on est contre le Qatar, on dit on est contre les frères musulmans, ou on est contre l'islam politique. Mais encore une fois, on n'est pas contre l'islam, on est contre le politique du point de vue des Émirats. Et donc, moi, je n'ai pas du tout, mais je le fais gratuitement, je le fais au nom de mes convictions profondes, d'objection à défendre ce qui peut apparaître comme la ligne du Qatar au cours des printemps arabes. C'était l'occasion de le redire. Monsieur Burga. Oui. C'était l'occasion de le redire et merci de l'avoir fait parce que, encore une fois, ce n'est pas une question à moi. C'est une question d'un auditeur qui, en annonçant votre venue, m'a demandé de vous poser cette question. Je vous la pose parce qu'ici, on ne cache rien, on n'a rien à cacher. Donc, c'est le moment. Voilà. Non, mais c'est très bien que vous me la posiez. Mais vous savez, il y a deux catégories de gens sur les réseaux sociaux. Ceux qui manient l'invective et ceux qui peuvent apporter des arguments. Et je ne réponds jamais à ces injures. Mais de temps en temps, je dis, ah oui, les invectives gratuites, c'est beaucoup plus facile que les débats raisonnés, c'est tout. Il y en a qui me disent, la vieillesse est un naufrage. Je reçois régulièrement des injures liées à mon âge supposé et réel. Vous voyez, quand on en est à employer ce genre d'argumentation, c'est qu'on n'a rien à dire sur le fond. Et c'est important que vous ayez j'ai donné une toute l'occasion dernière question en ce qui me concerne. Une toute dernière question. Je sais qu'on a un peu abusé de votre temps. C'était un peu prévu pour beaucoup moins, mais bon, on avait beaucoup de problèmes techniques. Mais les oreilles surtout, parce que là, c'était très dur. Mais allez-y pour la dernière question. Alors, vous expliquez notamment la montée de l'islamisme radical en France par des raisons essentiellement politiques. Est-ce que vous pouvez vous expliquer justement sur cette question Oui, la problématique que j'emploie, elle dit, si vous voulez, il y a deux camps dans l'explication. L'explication mainstream et des gens avec qui je ne suis pas d'accord sur le plan académique, qui disent il y a un garçon en pleine forme et tout d'un coup, il se trompe de page et sur Internet, il tombe sur un imam radical et il devient radical. Non. Moi, je dis, il y a un dysfonctionnement du vivre ensemble en France qui stigmatise une partie de la société, qui lui donne l'impression de ne pas être reconnu par l'ensemble, qui le met dans une posture où la moindre étincelle peut le faire basculer dans un engagement politique et le cas échéant pour une infime branche de la société dans l'engagement armé. Le malentendu, c'est que les gens pensent que c'est le lexique du salafisme qui rend les gens méchants. Et moi, je dis non, c'est les dysfonctionnements de la société française qui rendent les gens méchants. Et une fois qu'ils sont bien énervés, ils cherchent le lexique qui leur permet d'exprimer
et de légitimer le rejet de la société dont ils se sentent rejetés. Et si on ne fait pas, si on n'adopte pas cette chronologie analytique, on risque de se tromper complètement. C'est pas le lexique de l'islam politique qui radicalise les gens, c'est les dysfonctionnements de la société française qui fabriquent un certain nombre de gens qui cherchent un lexique qui permet de rejeter la société qui les rejette. Et si on respecte bien cette chronologie, vous verrez, on devient beaucoup plus optimiste parce que l'islam radical ne fait plus peur. C'est la société française qui fait peur. C'est elle qu'il faut corriger si on veut que disparaissent de notre société ces crispations radicales et sectaires d'une toute petite partie de ses membres. Merci, Monsieur Burga, d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on aura le plaisir de vous rencontrer dans nos studios. Et ça sera beaucoup plus sympathique et on sera beaucoup plus à l'aise. En tout cas, répondrai toutes vos questions, je répondrai plus précisément avec plaisir. Merci de l'avoir fait dans de telles conditions. En tout cas, merci beaucoup François Burga d'avoir été un petit moment avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Yasser Louati, Samia Chiki, Soraya Rachidi et moi-même. À très bientôt, Monsieur Burga. Merci. Voilà. Merci François. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien, messieurs, dames? Dites-moi. Écoute, j'ai pas été déçue. Ouais. Samia? François Burga, enfin, voilà, c'est un bon level intellectuel. Ça fait du bien de recevoir des invités de cette qualité-là. Franchement, ouais. Ça fait du bien de recevoir de telle qualité. Ça veut dire que les autres, c'est pas terrible, c'est ça? Non, ça veut dire que la radio a un fort level aussi et que j'en suis fière, tu vois. Il y a intérêt. Samia, qu'as-tu pensé de cet entretien? Est-ce que tu l'as trouvé bon? Est-ce que toi, qui le connais un petit peu, peut-être, est-ce qu'il était satisfait? Est-ce qu'on l'a un peu chatouillé quand même? Vous savez, c'est un peu le rôle de l'émission, hein, ça. Voilà. Bah écoute, François Burga égale à lui-même. C'est un intellectuel, enfin c'est un des rares intellectuels qui reste encore en France. Pour moi, c'est pas simplement un politologue, c'est un géopolitologue parce qu'il prend beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs en compte. Il a une analyse vraiment très très fine et quand on lui demande de se positionner sur une thématique ou un sujet qui n'est pas sa spécialité, il a cette grande humilité de dire non, je n'interviendrai pas sur ce sujet parce que je ne suis pas expert en la matière. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'intellectuel, entre guillemets, dans toute sa splendeur, des connaissances, de la réflexion et la sagesse qui va également avec. Et le franc-parler. Rien de comparable avec Gilles Kepel, Yasser Louati. C'est tout le malheur de la France. On a Gilles Kepel qui parade dans tous les studios, télé, radio, à la presse écrite. Un personnage. Parce que j'ai vu, quand je te parle de ça, parce que j'ai vu qu'on a, quand on a annoncé sa venue, qu'on a associé sa venue à Gilles Kepel. Je veux dire, les gens sont pas sérieux, quoi. Non, mais bon, il y a. Peut-être Olivier Roy, éventuellement, mais pas Gilles Kepel. Non, Gilles Kepel, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais déjà fait une chronique où je trouvais le charlatan. Et d'ailleurs, ça m'avait valu un coup de fil d'une journaliste de Libération. Yasser, tu ne peux pas dire ça. Pour à la fin finir par être d'accord, oui, c'est vrai, Kepel est plus idéologue qu'intellectuel. Je fais donc ce que tu reproches, c'est que c'est l'arabe qui critique Kepel et pas un autre. Et pour venir à Burga, c'est vrai qu'il paye très cher son courage politique. On sait qu'il est banni des médias depuis plusieurs années. On sait qu'il n'a pas une voix au chapitre dans les débats qui secouent la société française. Bon, il est quand même invité dans les différentes commissions sénatoriales, c'est déjà ça, mais malheureusement, on voit que l'hégémonie, elle est tenue par le bord réac de la France, et il a déjà mentionné clairement, c'est que la droite, l'extrême droite tiennent les médias français, et une voix critique comme celle de François Burga, on n'en veut pas, parce qu'il n'adhère pas à la doxa en place à BFM, CNews, LCI, ou les différents journaux comme le Figaro et les autres, pourtant subventionnés par nos impôts. Et donc, heureusement qu'il y a France Maghreb pour l'inviter, lui accorder une plateforme, aussi bien avec un public qui ne regarde pas BFM ou CNews, et aussi pour que lui puisse à un moment partager ses idées. D'ailleurs, je le rejoins, c'est vrai, sur la question des Émirats, et je le trouve extrêmement courageux de dénoncer la politique étrangère émirative, faite de guerre et d'ingérence dans les pays européens. On sait que l'islamophobie européenne est en grande partie financée par les Émirats, aussi bien en France, comme on se souvient avec l'invitation faite à Le Pen, le financement via des lobbies en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis. Et donc, c'est un des seuls qui a soulevé
le problème. Et pour ça, malheureusement, oui, et c'est un des rares à critiquer la classe politique dans son ensemble sur cette question d'islam. Il critique non seulement la gauche et la droite, tout en liant ça à la colonisation. Et franchement, c'est une voie qui se fait de plus en plus rare. Pourtant, il me semble là qu'il faut aller chercher, en fait. Oui, exactement. Voilà, en fait, le lien qu'il fait entre la colonisation d'hier et les politiques racistes aujourd'hui, très peu veulent le faire. Tout le monde sait les problèmes d'aujourd'hui. Yasser, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu du prochain numéro de ton podcast? De quoi va-t-on parler? Alors, les idées libres, justement, on va parler d'islamophobie déconfinée et je vais revenir sur la création du problème musulman pendant le confinement, plutôt de continuer de créer ce problème musulman et comment est-ce que les musulmans ont symbolisé cet exutoire des politiques et des médias pour faire en sorte que tout ce qui ne va pas avec le confinement, tout ce qui ne respecte pas le confinement, c'est les musulmans. Donc, j'en parle pour l'épisode numéro 3 du podcast Les idées libres et je publierai par la suite un entretien avec le journaliste Jean Stern, ancien de Libération, de la Tribune et ancien directeur d'une école de journalisme, pour son livre Canicule, en souvenir de l'été 2003. Parce qu'il avait été hospitalisé en 2003. Et on va faire un parallèle entre la crise sanitaire de 2003 et la canicule qui a fait 19 000 morts cette année-là et les 25 000 morts, je crois presque 26 000 morts aujourd'hui avec la crise du Covid. On parlera bien sûr du rôle des médias. Il a écrit un livre qui s'appelle Patron de presse, tous mauvais. Il a été un des seuls. Il a retracé l'histoire de la presse française après la Seconde Guerre mondiale et on va voir que la collusion entre argent et pouvoir n'est pas nouvelle, mais qu'aujourd'hui, elle s'accélère quand on voit ce qui se passe avec 90% des médias français qui appartiennent à 5 milliardaires. Bon, mon cher Philippe, est-ce qu'on peut mettre, s'il te plaît, le tweet qu'il y a dans notre groupe commun en réaction de ce qu'a déclaré justement François Burgas sur notre antenne, sur France Maghreb 2. Apparemment, il y en a une qui est très énervée parce qu'il n'a pas hésité à utiliser Alain Soral pour aller prendre la défense de Tarek Ramadan, ce qui est un peu surprenant. Hein. Il est dans le planning. Dans le planning. Tu veux que je le lise? Je me doutais, dès qu'il a évoqué Soral, je me doutais qu'il y aurait des réactions. Bah ouais, j'ai pas trop compris quand même que ce mec a été condamné pour négationnisme. Enfin, c'est vraiment. Tu parles du tweet d'Amel Yann, c'est ça? Oui, c'est ça. Je parle du tweet de ce tweet-là. Oui. Alors, je l'ai devant. Vas-y, dis-le. Donc, pour prendre la défense de Tarek Ramadan, François Burgas va jusqu'à faire appel à Alain Soral, condamné pour négationnisme, injure raciale et antisémite. Bientôt, même les poubelles ne voudront se retrouver en présence de François Burgas. Mais ça, c'est n'importe quoi. Alors déjà, Burgas, quand il a parlé, non mais il a quand même, il a pas cité Soral pour le citer ni le cautionner. Il dit même les pires ennemis de Tarek Ramadan et il a continué. Faut pas le faire. Oui, c'est ça. Et être là-dessus, non. Là, je suis pas d'accord. Donc, oui, Soral a été condamné, mais il dit pas que Soral est un type bien. Il dit que même Soral, qui est son ennemi, défend Ramadan en disant que voilà ce qui s'est passé. Il faut écouter. Non, il a dit qu'effectivement c'était son ennemi. Donc voilà. Oui, il a dit que même Soral se refusait. Mais il a fait que répéter ce qu'il a écrit dans ses tweets de ces derniers jours, de toute manière. Donc non, mais c'est bien, c'est pour montrer que ça réagit. Donc ça écoute, donc c'est très bien. C'est formidable. En fait, a attendu d'écouter France Maghreb 2 pour connaître la position de Burgas. Voilà, c'est ça. Et comme je en suis tout cas, directement des poubelles, ça lui connaît bien. En tout cas, je suis directement rentré dans le vif du sujet avec cette affaire Ramadan parce que bon, il avait quand même quelques positions, Burgas, et puis il avait attaqué Bernadette Sauvager. Alors nous, on a eu l'avantage de les recevoir tous les deux, Sauvager et Ramadan. Bon, je les ai trouvés ni convaincants les uns les autres, que ce soit lui ou elle. Hein. Donc voilà, chacun avait son petit truc. Mais bon, aujourd'hui, on en est où? On en est que pour l'instant, Tarek Ramadan, il n'y a pas de procès, les amis. Hein. Il est toujours présumé innocent, d'accord? Pas de procès. Et je me souviens que Tarek Ramadan, je l'avais pas trop cru d'ailleurs quand il était parti du studio, m'avait dit il n'y aura peut-être même pas de procès. Pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il y a eu la crise du Covid-19, mais pour l'instant, il est en train d'avoir raison. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Alors, refermons la petite parenthèse de cette affaire absolument puante qui nous a empoisonné la vie et qui a empoisonné la vie de la communauté pendant de nombreuses années. Cette affaire Ramadan, il serait peut-être bien qu'on la referme une bonne fois pour toutes et ça nous serve de leçon à bien des raisons d'ailleurs.
Pour terminer, ça passe super vite, c'est passé super vite, mais j'étais un peu frustré quand même par ces conditions techniques qui sont évidemment, je le précise, indépendamment de notre volonté. On utilise un système qui fait que voilà, on peut avoir plusieurs personnes à la fois. Des fois, ça marche très bien. Comme par hasard, au moment où il faut que ça marche très bien, ça déconne. Et bien malin celui qui s'amuse à critiquer et à essayer de dire oui, on n'est même pas capable de faire ceci, cela. Je veux dire, il n'y a même pas une radio qui est capable de faire la moitié de ce qu'on a fait, donc bouclez-la une bonne fois pour toutes. Non, mais Christophe, là, je pense que les auditeurs sont non, mais c'est un message subliminal que je passe à quelqu'un. Ouais, non, mais ça, on les entend, mais ça, c'est aucune crainte. Juste, il est au milieu de la montagne. Il y avait 2 marmottes et 3 chamois d'or derrière lui. C'était un petit peu compliqué. Attends, je vais juste enlever le logo pour arrêter de cacher le visage de notre charmant Yasser Louati. Vous retrouverez sur le chat les liens pour suivre les enquêtes de Yasser et du CJL. Dernière petite précision, on utilise le même système de communication que le Mossad et la NSA, donc on est au top. Ah ouais, on est au top alors. On est au top, les gars. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me confirmer ou pas? Il paraît que c'est une annexe d'un ancien du Mossad états-unien qui aurait conseillé la France pour le déconfinement. C'est quoi? Vous y croyez? C'est un fact ou c'est une théorie du complot? C'est quoi? Je sais pas. Vous savez pas, personne ne veut se mouiller, hein, j'ai l'impression. Ouais. Mais j'ai peur, j'ai une carrière, moi. D'accord, très bien. Bon, ça par contre, Yasser, je t'ai connu beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus courageux à l'époque. Non, je viens de dire, je me répète, toute affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Très bien, ok, merci Yasser. Quelles sont vos sources, monsieur Fron? Non, je n'ai pas affirmé, hein. J'ai dit, il paraît que, j'ai lu quelque part que voilà, ça m'a été dit. Bon, Samia, je suis ravi hier, finalement, de t'avoir incité à faire un super tagine. J'espère que la famille s'est régalée, parce que bon, ton truc aux courgettes, là, c'était moyen quand même. J'ai fait des efforts après, hein, donc t'as vu. Donc j'ai pensé à toi et je me suis mise au fourneau. Bon, et alors, c'était bon? Est-ce que la maison était ravie? Bah écoute, apparemment, oui, hein, les enfants ont terminé, ils nous ont laissé très peu de choses, donc apparemment, c'est bon signe. ils étaient satisfaits. Et j'ai même rajouté un crumble fait maison pomme framboise. Waouh, la classe, Samia! Ça s'améliore. Je pense que monsieur Chiki va vous dire, fais l'émission tous les jours, s'il te plaît. Il y a des chances, hein, j'imagine. Bon, Yasser Louati, c'est toujours sans viande, toi, de ton côté. Pardon? C'est toujours sans viande de ton côté. Toujours sans viande et tout va bien. Ouais, tout va bien, ouais. Ça va, ça se passe bien le Ramadan, 21e jour aujourd'hui, tranquille? Ben écoute, non, franchement, très bien. Vraiment, la combinaison confinement-Ramadan, franchement, cette année, ça va être. Ouais, on est d'accord. Ça a été une bénédiction. C'est une bénédiction, Yasser. Ah oui, dire jeûner avec sa famille autour de soi et puis ne pas avoir la pression du travail. Non, pour moi, c'était. Alors, je sais pas, il faudra demander à ma femme si elle est ravie ou pas. C'est pas toujours évident pour elle de me supporter. Je l'accorde, mais bon, voilà. Soraya. Voilà, mais ça va. Franchement, je peux l'affirmer. Elle est très heureuse. Comment il se la raconte? Soraya, que va-t-on manger ce soir? Soraya est toute gentille. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Bah, comme d'habitude, de la bonne nourriture. J'ai pas de. D'accord, mais vas-y, balance. T'es gentil, toi. Non, bon, je sais pas comment tu fais, Yasser, pour ne pas manger de viande. J'avoue, c'est très. J'ai une relation très passionnelle à la viande, pas excessive, mais voilà, je la mange de qualité et voilà, de temps en temps, mais quand même, tu vois. Donc, je te félicite pour cet exercice. Je sais pas comment tu fais. Merci. C'est un choix, tu verras. Une fois qu'on se décide, c'est bon, ça, on franchit le cap, on revient pas, quoi. Et tu rêves jamais de... Il y a Boyaki aussi, hein. Boyaki, il mange pas de viande. Ouais. Je suis végétarien. Ah bon? Il y a 2 fous dans l'émission. 2 fous. 2 malades. Non, mais la condition animale, la souffrance animale,
faut la prendre en ligne de compte. Lorsque tu as un animal qui va se faire abattre et qui voit ses congénères en train de mourir juste devant lui, il se charge en adrénaline toxique. Et c'est ce que tu retrouves, l'agriculture intensive. On est aussi responsable en tant que consommateur des dégâts que d'autres pourraient occasionner pour pouvoir nous faire plaisir, nos papilles gustatives. Donc, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait de sacrifier l'animal a été vraiment, on l'oublie en fait que c'est un animal et c'est une âme, et c'est pour ça que, moi, je suis pas pour le fait d'arrêter de manger de la viande. Hein, je suis pas dans cette optique-là, mais je suis pour le fait de la manger de manière éthique. Tu vois, ne serait-ce que si tu la manges une fois par mois, une fois dans l'année, mais de la manger de manière éthique. C'est vrai que c'est une âme, c'est un gros débat à avoir. En tout cas, éthique, ça. Tu vas raconter une histoire juste avant de l'électrocuter et de l'égorger. Non, mais en soi, je veux dire, si la bête est bien traitée, je veux dire, ça discute le problème. Enfin, moi, ce qui m'a poussé à franchir le pas, c'était vraiment la maltraitance animale et les scandales à répétition sur la viande. En fait, c'est tous les ans, il y a tous les ans. Ça. Donc, et moi, en fait, j'ai eu vraiment un déclic avec une vidéo qui est tournée sur Facebook. Et là, j'ai dit stop, on arrête, c'est fini. Et en fait, ça n'a même pas été une souffrance que j'ai stop, on arrête. Et moi qui voulais t'inviter à un bon barbecue, une côte de bœuf cet été, bon, bah tant pis pour toi. Tu lui offriras une côte d'aubergine ou de courgette, ça passe très bien. Une côte de bœuf on connaît pas, nous, chez nous. C'est barbecue, c'est merguez, c'est côte de bœuf, c'est tout ça, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, bon appétit à tous, bien entendu. Ça Raftolcom pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Pardon pour les différents problèmes techniques, mais on a fait ce qu'on a pu. L'essentiel a été qu'on a quand même écouté ce qu'avait François Burga avait à nous dire, et c'est ça qu'il faut retenir. C'était où dans le Grand Forum, évidemment, dans une émission phare, qui est pour l'instant sur France Maghreb 2, donc tout va bien. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Sarah Tolkom, et à demain, 17h, si vous le voulez bien. Ciao, restez chez vous. Si vous le pouvez. Prenez soin de vous. Demain, pour l'instant, il y a Paris Tab Samani, mais pas encore certitude, mais normalement, notre ami Sofiane Lakhdari qui sera avec nous, et un invité, et on risquerait de parler, parce que les signaux sont au rouge, d'une guerre éventuelle entre la Chine et les États-Unis. Faut-il y croire ou pas? On se posera la question avec Farid Temsamani et Sofiane Lakhdari, et peut-être un invité. Voilà. Tu veux pas leur dire qu'on peut avoir Trump, c'est ça? Non, je peux pas. Non, j'ai pas envie d'être trumpé. Ah, toi, t'es bon pour la libre antenne. Ah, pas la libre antenne. Évidemment. Oui, évidemment. Libre antenne, ça sera samedi maintenant. Philippe, je te confirme, la circulaire, elle a disparu. Hein. Ouais, tout à fait. La circulaire, oui. Samia, peux-tu expliquer à nos auditeurs? Tu veux que je la montre? Oui, donc Philippe voulait montrer à nos internautes la circulaire de Blanquer mentionnant le séparatisme. Elle a été supprimée du site et du SCOL. C'est ça. Mais parce que quand ils ont commencé à voir que ça faisait un peu de bruit, hop, ils l'ont retiré, ils ont dit c'est peut-être pas en ce moment d'avoir des emmerdes un peu plus. On va se calmer. Bon, rendez-vous demain, les amis, 17h sur France Maghreb 2, en direct sur la page Christophe, le Grand Forum, et France Maghreb 2, bien entendu. 17h, on sera là. Bonne soirée, Sarah Tolkom, à demain. Ciao. Ciao. Inch'Allah. Sarah Tolkom, prenez soin de vous. Sarah Tolkom, avec un velouté de courgette. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.